Bonsoir. Le budget 2021 a été examiné cette semaine par la Commission financière de l'Assemblée nationale. Nous y reviendrons dans le Live Actu. Nous aurons également, comme tous les jeudis, notre séance de décryptage en compagnie d'André Bois, Alain Toussaint, Serge Kouachi et Ryan Assi, qui sont à nos côtés pour décortiquer l'actualité de la semaine. Et la réaction du gouvernement après le rapport d'Amnesty International, l'audition de Pulcherik Balé, la levée des blocus devant les résidences des responsables de l'opposition. Toutes ces informations, tous ces sujets seront décortiqués tout à l'heure sur notre plateau. Et comme il est de coutume, pour notre dernier rendez-vous de la semaine, Mike Danon, ministre des Affaires ministérielles, sera en toute fin d'émission pour son habituel point de presse. Débat et analyse, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oyez, oyez, l'équipe de décryptage est au complet. Elle est en place. Ryan Assi, bonsoir. Bonsoir. Désormais habitué au plateau du décryptage depuis quelques semaines. C'est ça. Vous vous y plaisez? C'est un plaisir d'être là. Très bien. En tout cas, on est content de vous retrouver. Hier, vous annonciez nous retrouver aujourd'hui. Et bien, c'est chose faite. On est content. Content longtemps. Merci beaucoup. Monsieur Serge Kouachi, pas encore habitué, mais c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va, merci. Super, merci beaucoup. Et puis, nos complices, ensemble, mais jamais d'accord. Pour la bonne cause, certainement. Oui, quand il faut être d'accord, ils sont d'accord. Pour la démocratie. Mais quand ils ne le sont pas, ils ne le sont pas. André Bois et Alain Toussaint sont avec nous. Bonsoir, monsieur André Bois. Bonsoir, Brice. Bonsoir à vous tous. Monsieur Alain Toussaint, bonsoir. Bonsoir, Brice. D'accord, vous êtes toujours face à face. Oui, absolument. Voilà. C'est pas prévu comme ça, mais dès qu'on est face à face. Forcément. Très bien. Ça nous dope. Absolument. Bon, un petit tour de l'actualité nationale, c'est dans le Live Actu. On parle du budget, on en parlait tout à l'heure. Nous abordons la question du budget 2021 pour la Côte d'Ivoire. Que retenir pour l'éducation nationale en particulier? Alors, le budget 2021, donc le budget global pour la Côte d'Ivoire, excusez-moi, mais c'est beaucoup de chiffres, donc j'aurai besoin d'un petit moment de concentration pour vous donner les bonnes informations. Alors, ce budget a été examiné par les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. On parlera d'un budget 2021 qui s'élève à 8 621,1 milliards de francs CFA, donc une hausse de 6,9% par rapport au budget de 2020, qui lui était de 8 061 milliards et qui enregistrait une progression de 9,9% par rapport à celui de 2019, qui tournait autour de 7 000 milliards. Alors, le budget est en hausse, comme on l'a dit, une hausse de 6,9%. Et voilà, la part du ministère de l'Éducation nationale dans ce budget-là sera de 11,74% du budget global. Et alors, 11% de ce budget, ça fera 1000 milliards, donc 1011,9 milliards de francs CFA pour être plus précis. Et puis voilà, donc la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, nous dit que ce budget sera réparti, donc 77,47% sera réservé pour la masse salariale, 3% au fonctionnement et une bonne partie qui n'est pas connue de cet investissement va servir à la construction et à la réhabilitation de salles du préscolaire, du primaire et de collèges de proximité. Je suis très concentré, mais je n'est pas connu. Pourquoi? Il reste 20% en principe, non? N'est pas connu. Faudra faire 77 plus 3, ça fait 80. Je crois qu'il y a quoi, 15%? 80 moins 100, il reste 20. En tout cas, on nous a dit une bonne partie. C'est l'information qui nous a été communiquée. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 77% pour le... Qui est réservé à la masse salariale, ce qui est énorme. Le fonctionnement, c'est ça. D'accord. Enfin, pour les traitements salariaux... C'est la fonction publique, quoi. Ça. En tout cas, la ministre a dit mettre l'accent sur l'accroissement des capacités d'accueil parce que, voilà, ils veulent un système qui est performant et que ça obéit à des règles. Pourquoi vous êtes comme moi d'imaginer que ceux qui ça a beaucoup intéressé, ce sont nos amis de la FESI que nous saluons? Oui, mais moi j'aimerais bien justement, sur ce sujet-là, j'aurais bien aimé qu'on nous dise, alors que la ministre Kandia Camara, c'est très bien en ce moment que la FESI est à cheval sur ce problème-là, de tout ce qui est les paiements occultes du COGES, ça aurait été vraiment bien. On a vu une certaine municipalité, notamment à Tia-Salé, qui a réussi avec son budget municipal à permettre à certains parents ou aux parents de ne pas payer ces cotisations-là.
ça aurait quand même été bien qu'on puisse faire un geste pour la FESI, même si légalement je pense que c'est aux municipalités, je ne sais pas si je dis n'importe quoi, de s'en occuper, on mais espère que ça pourra se on faire. aurait pu faire quelques subventions à ce niveau-là pour calmer un peu le jeu. De toute façon, on remarque que le budget donc, qui est alloué justement à l'éducation nationale est aussi en hausse, donc 13,3% de hausse par rapport à celui de 2020. Donc on se dit que justement peut-être on pourrait intégrer ce type d'initiative. Alors, est-ce que tout cela va impacter la qualité de l'enseignement et les résultats de nos enfants à l'école? Ça peut déjà, je pense que oui, parce que si on arrive à prévenir les grèves à répétition de la FESI, les enfants seront au moins assidus en classe. Ça pourra, pourquoi pas, contribuer à la qualité de l'enseignement et surtout des résultats. Au niveau de l'éducation nationale, il n'y avait pas que les grèves de la FESI. Il y avait même des enseignants qui veulent des rémunérations ou des paiements de primes. Plus il y a de moyens, on suppose que l'école souffrait à un moment donné d'un manque de certains moyens. 77% du budget alloué à la masse salariale, je pense que... Le problème, c'est qu'on investit... Je ne sais pas, je voulais depuis réagir, je vous écoute. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de lecture là? Le budget de l'éducation nationale est en baisse ou en hausse? En baisse. Alors, il représente 13% oui, pour rectifier, il représente 13% du budget global. Le budget de 2020. Là, on est à 11%. Cette année, ça représente 11%. 11% du budget. Donc, le budget est 58 milliards. Il est en baisse. Et donc, du coup, c'est pour ça que quand Alain me parlait de est-ce que tout cela va impacter les résultats, on doit même encore se poser la question, puisqu'on perd 58 milliards. 58 milliards, c'est-à-dire que c'est 58 milliards qu'on n'aura plus dans... je ne sais pas si c'est pour renforcer les capacités d'encadrement, si c'est pour améliorer on a forcément réduit des postes. Donc là, du coup, la question qu'on se pose, c'est vraiment celle-là. Surtout que ce n'était pas 58 milliards en trop. Voilà. Parce qu'on a connu des grèves. Donc du coup, il y a de quoi s'inquiéter, mais bon. Est-ce que le contexte explique cela? Il faut qu'on en débatte. Oui, il y a un contexte économique qui est quand même particulier. Sur l'année 2020, je pense que la planète n'a pratiquement travaillé que 2 mois, avec l'apparition du corona à partir de février-mars. Voilà. Et pour la Côte d'Ivoire, je pense en plus du corona, il y a les problèmes politiques qui ont fortement perturbé l'activité économique. Donc l'État peut éprouver du mal à collecter les taxes et autres, puisque si les entreprises ne fonctionnent pas... Alors lui-même est en hausse de 6,9% par rapport à celui de 2020. On en parlera tout à l'heure, parce que justement, les prélèvements sur les entreprises sont augmentés. Et là, il y a un communiqué de la Fédération nationale des industries et services de Côte d'Ivoire qui a publié une note d'analyse économique sur le budget. Et en préambule de la note, cette fédération regrette que l'État se mette encore à taper sur les entreprises. À taper, on va sortir un mot qui va... écoute Alain, on ne va pas encore nous parler de taper sur les entreprises, là où, justement, les plus faibles se retrouvent dans l'éducation nationale. On a besoin de donner de l'argent. Et, excusez-moi, ceux qui gagnent un peu d'argent, ce sont les entreprises. Donc, il faut qu'ils contribuent un peu plus à la cagnotte nationale. Les entreprises contribuent déjà. Je veux dire, si l'État mettait un peu plus de capacité à collecter efficacement les taxes et impôts dans le pays, je pense que nos finances en porteraient mieux. Parce que vous parlez d'éducation nationale, monsieur ? Non, attendez, on parle du contexte global. C'est le contexte global. Oui, là, parce que on a c'est constaté financé une chose. par le budget. Pour rapidement faire le point, on a constaté que le budget global a augmenté. On a constaté qu'au niveau de l'éducation nationale, ça baissait. Constat, et Toussaint Alain nous le dit, les entreprises se plaignent parce que l'augmentation du budget, ça veut juste dire qu'il faut augmenter les recettes. Et donc, si on augmente les recettes, du coup, où on va prendre l'argent, c'est auprès des contribuables. Non, mais je pense que ça, c'est la cause de l'augmentation. On ne peut pas le prendre non plus auprès des pauvres que nous sommes. Il faut prendre auprès des entreprises. Excusez-moi, je ne suis pas populiste, mais il faut quand même... C'est un peu populiste. Non, mais attendez, tout ça, ceux qui gagnent plus d'argent, ce sont les entreprises. Pas forcément. C'est un contexte extrêmement difficile. Elles ne peuvent pas licencier, mais elles aussi font face à des coûts qui sont très souvent à la hausse. Et l'État, je le dis, devrait peut-être trouver d'autres alternatives aussi. On parle un peu de 2 choses, donc, quand même. Là, je pense que vous êtes en train de débattre sur la collecte. C'est ça. Mais, non, on ne débat pas sur la collecte, on débat des fonds qui proviennent des caisses publiques et qui permettent de financer l'éducation. C'est ça, la répartition, justement. Alors, on se dit que si le budget a augmenté, c'est que la part allouée à l'éducation nationale devrait aussi augmenter, puisqu'on a vu cette série de revendications. Le budget a augmenté, mais les priorités sont ailleurs aussi. C'est ça. Justement. Je crois que
On n'a pas. C'est là qu'on se pose des questions. La priorité ailleurs, alors qu'on parle de l'éducation nationale et on sait très bien que notre système. Il y a la défense, par exemple. Il y a la défense, il y a la santé, avec les menaces du terrorisme qui exigent que l'État peut-être investisse dans la formation, dans le recrutement des femmes et des hommes qui font partie de nos armées, etc. Ça coûte cher. Je considère que l'éducation nationale, pour moi, et ça n'engage que moi, c'est un des ministères les plus importants parce que tout ce qui peut venir comme problème après, que ce soit au niveau de la défense ou quoi que ce soit, même au niveau de la santé par rapport à la formation du personnel et tout, ça vient d'une base et la base, c'est l'éducation. Ce système-là, il est décrié depuis longtemps d'ailleurs. Déjà, il va falloir à un moment vraiment restructurer ce système éducatif en Côte d'Ivoire. Il va falloir investir dans ce système-là pour pouvoir essayer d'avoir une meilleure éducation pour nos enfants, pour qu'ils deviennent de meilleurs militaires, pour qu'ils deviennent de meilleurs médecins. C'est comme ça qu'on peut aller au développement. Ce que moi je décris, c'est qu'on connaissait quand même une évolution sur ce plan-là, parce qu'avec tous les programmes qui ont été faits pour la scolarisation de la jeune fille, on a vu que le taux était en hausse. Je ne pourrais pas vous dire le chiffre, mais on a bien vu tous les programmes qui ont été mis en place, tous les investissements qui ont été faits du côté de ce secteur-là. Alors, est-ce que là, on aura un ralentissement justement de cet élan, si aujourd'hui on a une baisse du budget? Ce que je peux vous dire, vous me contredirez, à André Bois ou Alain Toussaint, il y a le budget de l'État, mais l'école ivoirienne est également soutenue par de nombreux partenaires au développement. Bien sûr. Extérieur. Bien sûr. Donc, je voudrais relever que le budget de l'éducation, c'est quasiment 2,5 fois le budget de la défense sécurité. Non, c'est la part la plus importante. Ça veut dire que l'éducation nationale, 11%, un peu plus de 11% du budget, c'est quand même significatif. Voilà. Quand on prend la culture qui est... Ça n'explique toujours pas pourquoi est-ce que ce budget-là est en baisse alors que le budget global est en hausse. Mais sans doute que, d'abord, il ne faut pas oublier que il y a parfois des départs à la retraite qui peuvent impacter la masse salariale. C'est ça. Ça, ce sont des éléments... Bon, on n'a pas le détail parce que le collectif budgétaire, quand il sort, c'est des documents de centaines de pages. On n'a pas eu accès, on a juste une synthèse qui a été faite. Mais je suppose qu'il y a peut-être une légère réduction de la masse salariale qui peut être due, je le dis comme ça, mais sous réserve, au départ en retraite d'enseignants, et puis peut-être de nouvelles priorités qui apparaissent, etc., etc. Et sans doute que les investissements, je veux dire, en volume peuvent être les mêmes si on intègre peut-être l'aide au développement de partenaires étrangers qui peuvent peut-être suppléer l'État dans d'autres secteurs. En tous les cas, ce que nous sommes en train de constater là, c'est que c'est un vrai débat qui doit être ouvert pour qu'on puisse éminemment regarder au détail près, qu'est-ce que l'éducation nationale perd véritablement. Est-ce que, comme Alain le dit, cette baisse-là, en réalité, se retrouve dans une masse salariale qui finalement baisse? Peut baisser légèrement. Parce que la masse salariale peut baisser du fait des personnes qui partent en retraite, tout ça. Et puis, on peut avoir une augmentation des investissements. Donc, du coup, vous voyez qu'on ne peut pas dire que ça baisse, parce que le plus important, mais du coup, on perd aussi en capacité d'accompagnement des élèves. En fait, on doit regarder ça. Depuis, il faudrait de la transparence, c'est-à-dire que c'est aussi ça, l'action publique. Ce ne serait pas une mauvaise idée que les concernés, ministres du budget, éducation, enseignement supérieur, viennent devant la population. En tout cas, nous, on espère que d'ici, dans les prochains jours, on aura sur le plateau, pourquoi pas Madame la Ministre, pour mieux nous expliquer ce qui explique cela. Sur ce, messieurs, jingle décryptage et c'est parti. LifeTalk, comme tous les jeudis, décryptage de l'actualité de la semaine. Et on va commencer par ce rapport d'Amnesty International sur la situation en Côte d'Ivoire, un rapport qui a été diversement commenté. D'accord, déjà, que dit le rapport? Non, moi, la première chose qui m'intéresse dans ce rapport, parce que je trouve que ce rapport n'est pas mal du tout dans un premier temps, c'est que ce rapport dit qu'il y a des personnes qui ont commis des actes répréhensibles et il faut les rechercher et les condamner. Bon, moi, je pense que ça, une organisation qui nous dit ça, ça me paraît quelque chose de plutôt correct. Voilà. Après, il y a des éléments qui n'ont pas plu à certains des acteurs politiques qui ont réagi, mais le rapport me semble être un rapport qui appelle plutôt à ce qu'on trouve ceux qui, manifestement, ont causé préjudice à certains de nos compatriotes. Alain Toussaint. Oui, je pense que Amnesty International, dans son rôle, en fait, il s'est passé des choses à Bonoua, dans de nombreuses villes. On n'a toujours pas le bilan détaillé
d'abord des victimes et autres, et surtout de l'action de la justice à la suite des violences qui se sont produites dans les différentes villes. Et quand Amnesty International demande... Il y a un bilan officiel dans tout ça. Il y a un bilan officiel. Il y a un bilan officiel, mais le bilan officiel, moi je parle de la riposte ou bien de la réponse de la justice. C'est ça. Les personnes qui ont été interpellées, qu'en est-il de ces personnes-là? Combien sont-elles? Qui sont-elles? Quelles procédures judiciaires sont en cours? On n'a aucune information à ce sujet-là. Je pense que c'est quand même juste d'un mot, André. Et l'état de droit, c'est aussi la transparence dans les procédures judiciaires. Voilà. Donc là, on est dans une forme d'opacité qui, pour moi, dessert la justice. Vous nuancez quand vous dites une forme. Non, une forme, mais dans le rapport du gouvernement, on parle justement des personnes arrêtées. Enfin, on n'est pas encore dans le détail. On nous dit le nombre de personnes blessées, le nombre de personnes arrêtées. Il faut combien de mois pour compter des blessés et des personnes interpellées? Oui, mais non. Pour moi, ce n'est pas ça, tout ça. Mais c'est important. Notre réaction, c'est important. Peut-être nous-mêmes, parce qu'on pose, nous qui sommes des observateurs, je ne sais pas comment ça se passe avec, plus particulièrement, le ministère de la Justice, mais je veux dire, chaque fois que des personnes sont interpellées, c'est de notoriété publique. Je dis que c'est à nous maintenant d'en parler du fait qu'il y a des personnes qui sont effectivement arrêtées, qui sont jugées. Peut-être que ce que Amnesty nous dit clairement, est-ce qu'au fond, il n'y a pas des commanditaires qui ne sont pas connus? Là, dans ce sens-là, je comprends que le propos d'Amnesty provoque une levée de bouclier. Mais après, chaque fois qu'on nous a dit qu'il y a eu un événement dans telle zone du pays, on nous a toujours parlé d'arrestation. Est-ce que ce sont des vraies personnes? Bon, arrestation, mais est-ce qu'il y a des... choisi, messieurs. Oui. Nous demandons aux autorités ivoiriennes d'enquêter sur les violences sanglantes et de traduire les responsables présumés de ces agissements en justice. L'impunité qui règne de longue date en Côte d'Ivoire offre un terreau fertile à ceux qui se livrent à des homicides et bafouent les droits humains sans craindre d'être amenés à rendre compte, a déclaré donc Samira Daoud. Je rappelle qu'elle est directrice pour l'Afrique de l'Ouest centrale Amnesty International. Je pense que le gouvernement n'aurait pas eu cette réaction de bouclier levé, comme le dit. En tout cas, le gouvernement estime que cette réaction partisane. Parce que dans ce rapport également, on a pu avoir donc des témoins d'Amnesty International qui ont déclaré s'être fait attaquer par des militants du RHDP, à coups de machette, à coups même d'armes à feu. Voilà. Les responsables d'Amnesty ont interrogé des témoins qui ont rendu ce témoignage-là et c'est consigné dans le rapport. Donc c'est tout ça qui provoque cette réaction. Mais ça, on avait pu le constater sur les réseaux sociaux. Alors partisane ou pas, je pense que de toute façon... Il y avait eu des batailles entre civils. Sur les réseaux sociaux, c'est quand même un peu difficile de savoir. Non, on a vu des vidéos. Oui, mais c'est ce que je dis. Oui, mais de toute façon, qu'elle soit partisane ou pas... On est bien d'accord que lorsqu'il y a des manifestations qu'on décrit de la mort ou des victimes et tout ça, on est bien d'accord qu'il faut enquêter. Bien sûr. Oui, et qu'il faut trouver les responsables et qu'il faut les punir par la loi. Donc, que ce soit partisan ou pas, le fait, il reste le même. Non, mais là si Serge soulève ce cas-là, ce témoignage, c'est bien pour ça que d'autres se plaignent. Et Toussaint vient de le relever. De toutes les façons, c'est deux parties qui se battent. Donc, faire un témoignage dans le document d'Amnesty en disant « Nous témoignons sur le fait que c'est des personnes de tel camp qui nous ont attaqués », on occulte le fait qu'en tous les cas, c'est une bataille en deux camps. Donc, je veux dire que les exactions ont dû être commises de part et d'autre. C'est là où ça devient partisan de la part d'Amnesty International. Amnesty International peut attirer notre attention de façon collective en nous disant « Mais vous, dans votre pays, chaque fois que quelqu'un commet un acte, il n'est pas sanctionné. » OK. Mais quand ils disent « Nous demandons aux autorités ivoiriennes d'enquêter », c'est ce que moi je retiens de leur communiqué. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que moi je retiens qu'ils nous appellent à condamner et à juger ceux qui ont commis des actes, peu importe le camp. Parce que la responsabilité donc, de rechercher les auteurs de ces violences-là incombe aux autorités. Oui, parce que le fait même de ne pas parler des suites qu'on donne à de telles violences consacre en quelque sorte l'impunité. Ce qui veut dire que les manifestants ou ceux qui se livrent à ce genre d'actes-là ont le boulevard et chaque fois qu'il y aura des manifestations publiques, ils peuvent aller attaquer qui ils veulent puisqu'ils savent que ensuite il n'y a pas de réponse. J'insiste, j'ai vu, et vous pouvez encore regarder même sur les réseaux sociaux qui ont une grande mémoire, on a des photos des arrestations, des gens qui ont été arrêtés avec que ce soit des machettes, des fusils, il y a des gens qui ont été arrêtés. Ça, je pense que là-dessus,
c'est de notoriété. Mais il faut combien de temps pour les juger? Maintenant, voilà, on peut maintenant toujours discuter. Ont-ils tous été arrêtés? On peut toujours discuter sur justement le temps de la justice, comment il se met en place, il prend combien de temps. Voilà, on est dans l'urgence aussi de condamner pour que ça marque les esprits. Pourquoi ça prend autant de temps? On peut toujours se poser la question là-dessus. Une chose est sûre, le gouvernement ivoirien a jugé partisan le rapport d'Amnesty International. Ce qui est à relever dans cette déclaration d'Amnesty International, c'est la singularité partisane de cette déclaration qui fait fi des efforts entrepris par le gouvernement dans un contexte sociopolitique particulier qui prévaut en Côte d'Ivoire. C'est une déclaration du ministre porte-parole du gouvernement, Sidi Touré. Amnesty International avec des propos partisans, à qui profite le crime? Je veux dire, pourquoi est-ce qu'Amnesty International s'érigerait contre un gouvernement en place? Bon, c'est aussi le mode de fonctionnement des organisations des droits de l'homme. Je dis Human Rights Watch, Amnesty International et d'autres s'attellent chaque fois à dénoncer les violences, comme on dit, d'État. Voilà, les violences de la police, des militaires, des gendarmes sur des manifestants. Et Amnesty, en tout cas, depuis le temps que j'ai entendu parler de cette organisation, a toujours été dans cette posture-là. C'est toujours le gouvernement qui est en place qui en prend, comme on dit, plein la figure. Donc, Amnesty est dans son rôle. Maintenant, est-ce que ce qu'Amnesty décrit ou dénonce est proche de la vérité ou pas? Je pense quand même qu'Amnesty n'est pas forcément coutumière des inventions. Les faits qui sont invoqués dans ces communiqués sont quand même, enfin, reflètent la réalité. Quand vous avez des manifestants qui sont dans la rue, qui s'affrontent à coups de machette, c'est une réalité. Maintenant qu'il y ait un témoignage qui a été recueilli pour dire j'ai été attaqué par le militant de tel parti, témoignage donné par un militant adverse, ça c'est autre chose. Ça c'est maintenant un militant de droits de l'homme, c'est pas un journaliste qui cherche l'équilibre. Peut-être que c'est surtout pas un enquêteur. Voilà, c'est pas un enquêteur. Il a peut-être consigné le premier témoignage qu'il a pu recueillir et il est passé à autre chose. Ce n'est pas sur ce témoignage-là qui est partial ou biaisé qu'on peut juger la qualité d'un rapport qui parle quand même de violences extrêmes dans le pays. Quand on décapite un manifestant, quand des gens se battent à coups de machette, quand il y a 87 morts juste pour la politique, cela amène quand même interrogation. Et on a l'impression, dans ce rapport, quand je le lis, la seule conclusion que j'en tire, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on a fait mauvais usage de la démocratie et même de l'état de droit. C'est-à-dire qu'on l'a piétiné depuis 30 ans parce que chaque fois qu'on parle de politique et d'élection, ça finit toujours en bataille rangée. Et ça, ce n'est pas normal. Et donc ce rapport, la vocation pédagogique qu'il peut avoir, c'est aussi de nous sensibiliser en disant, ben, vous voyez, on n'est pas seul là dans notre huis clos, il y a le monde entier qui nous regarde. Combien de rapports faudra-t-il pour que et les politiciens et les supporters et la population réagissent? C'est ça la vocation de ce type de rapport-là. Sinon, Amnesty pourrait se taire. On n'est pas le seul pays où il y a des violences également. Mais c'est quand même important, plutôt que de dénoncer le sens du message, de prendre connaissance pleinement du message et de chercher les voies et moyens de mettre fin à ce qui est dénoncé dans ce rapport. Alors, Brice, si tu permets, moi, en 30 secondes, s'il vous plaît. Non, j'aimerais juste m'arrêter sur ce petit segment qui dit cette déclaration qui fait fi des efforts entrepris par le gouvernement dans un contexte sociopolitique particulier. J'ai envie de dire, on les a vus ces efforts qui ont permis, oui, de limiter les casses, de limiter les dégâts, mais ça n'enlève pas le fait que même après ces efforts, on aille enquêter sur justement la source de ces dégâts qui ont quand même eu lieu. C'est factuel. Donc 10 secondes aussi sur ce qu'elle vient de nous dire. Parce que, voilà, c'est pour dire que le gouvernement aussi est dans son rôle. Lui, il espère que Amnesty International va lui lancer des fleurs. Eh bien, eux, ce n'est pas leur boulot. Le gouvernement, lui aussi, a envie d'édulcorer un tout petit peu la situation. On est dans un jeu normal, classique, c'est de bonne guerre. 5 secondes. Vas-y. Non, c'est bon. C'était pour le jeu. J'avais compris. C'était pour le jeu. Bon, on reste dans le domaine de la justice. Et puis, l'autre nouvelle, c'est l'audition de Pulcherik Bale. Donc, elle est entendue mercredi dernier au tribunal du Plateau par le doyen des juges d'instruction, 3 mois après son arrestation le 15 août 2020. Commentaire, messieurs, sur le plateau. Bon, écoutez... Alors, vous voulez que je cite son avocat, Cyril Zoko, qui a confié donc après l'audition qu'au regard du vide, il dit, je cite, au regard du vide sidéral du dossier, il s'agit clairement d'une prise d'otage politique. Oui, oui, prise d'otage politique, l'expression est certainement forte. Voilà, mais ce que je dénote, c'est quand même quelques violations qui sont flagrantes, parce qu'elle a été arrêtée en vertu de ce qu'ils ont appelé le flagrant délit. Le flagrant délit, normalement... Elle est poursuivie, je rappelle, pour trouble à l'ordre public, incitation à la révolte, appel à l'insurrection, violence et voie de fait. Exactement. Normalement, si elle a été prise en flagrant délit, elle aurait dû être jugée
maximum 15 jours après la commission des faits qui lui sont reprochés. Ça, c'est notre procédure ivoirienne qui le dit. Or là, elle est détenue, donc elle est en détention préventive depuis 3 mois. La détention préventive, on s'est renseigné auprès d'un avocat tout à l'heure, dure en Côte d'Ivoire 8 mois. Donc, à la limite, on est encore dans ce temps-là. Mais si elle est détenue parce qu'elle aurait été prise en flagrant délit, cela pose un souci et il faudrait sans doute envisager de la juger rapidement. Et André Bois, pour mémoire, monsieur André Bois sur ce plateau-là avait été l'un des tout premiers à dénoncer donc, la situation qui n'était pas très claire concernant Pulchéry Balé. Oui, non, ce qui nous réjouit évidemment, c'est qu'on a des nouvelles de Pulchéry Balé. C'est même pas dans un esprit partisan. Moi, je pense que dans l'espace public, chaque fois que quelqu'un a maille à partir avec la justice, cela doit être clair, transparent pour tout le monde. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on lui reproche, qu'est-ce qu'on lui reproche, quelle est la procédure qui est engagée. Oui, parce que souvent, la justice est un rouleau compresseur, donc on n'imagine pas que s'il y a des failles dans la justice, un jour, ça peut s'abattre sur n'importe qui. Donc faisons en sorte que la justice soit un peu plus correcte dans ses procédures. 8 mois de... on pourra en parler, 8 mois de détention préventive. Elle a 3 mois déjà, oui. Le pays doit changer tout ça, parce que bien sûr. Voilà, ce n'est pas nécessaire. Parce que la détention reste l'exception. C'est l'intervalle, donc c'est possible de... Oui, jusqu'à 8 mois, mais là c'est tout juste 3 mois qu'elle est détenue, alors qu'elle a été prise en flagrant délit, donc un procès aurait dû se tenir déjà, au bout de 15 jours. Parce que c'est la flagrance qui... Exactement. Or là, elle est quand même détenue depuis 3 mois, donc il y a un souci. Alors donc, elle passe devant le juge, c'est une bonne chose. On va enfin savoir exactement, surtout ses avocats, mais eux, ils disent déjà qu'il y a un vide. Et ça, c'est ça qui m'interpelle. Pulchéry, à l'image de beaucoup de leaders de l'opposition, mais en tout cas qui étaient contre le mandat, la candidature du président Alassane Ouattara, a appelé à manifester. Donc, manifestement, il y a qui est emprisonnée et qui est sur le point d'être jugée. Et ça, moi, ça m'intéresse. En tout cas, elle a des co-détenus, Cyril Djeyi, Gédéon Baou et oui, mais il y en a d'autres. Kwame Goran. Il y en a d'autres, je vous rappelle qu'il y a Afin Guessant, il y en a d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est que, au moment où on se pose la question des responsables de ces événements, on peut juste se poser la question, pourquoi seulement Pulchéry ? Si tant est qu'on est d'accord qu'il y a eu violation, trouble à l'ordre public, etc. Mais les autres ont été entendus par le même juge. Mais les autres, il y a d'autres hommes politiques qui ont appelé donc elle n'est pas seule, on est d'accord. Il y a d'autres activistes, etc. Donc voilà, donc ça pose un problème. Une fois qu'on a dit, elle doit être jugée rapidement, on se demande, mais est-ce que tout ça vaut le coup, vu que de toute façon, c'est un combat politique qu'elle mène. Ce n'était pas un combat de 2-3 personnes qui ont envie d'aller casser et brûler. Ça reste un combat, c'est pour ça qu'on n'arrête pas les hommes politiques à tout bout de champ, parce qu'il y a des moments où leur combat aussi peut être sujet à violence. Elle était entendue pendant 3 heures, donc je rappelle qu'elle a été entendue pendant 3 heures pour évidemment les questions dont je parlais tout à l'heure, trouble à l'ordre public, incitation à la révolte, insurrection et... Malheureusement, on ne sait pas ce qui a été dit finalement dans cette audience-là. C'est son avocat qui parle de vide sidéral du dossier, donc je pense qu'il faudrait peut-être qu'on attende justement d'avoir le verdict justement Enfin, la suite de la procédure. Oui, nous, pour la suite de la procédure, mais sur le contenu, on peut déjà, parce qu'avec les chefs d'accusation, on imagine bien, un trouble à l'ordre public, c'est évidemment organiser une manifestation qui va déranger le fonctionnement plutôt tranquille de la société. Incitation à la révolte, appel à l'insurrection. Là, maintenant, où ça devient compliqué, c'est qu'il va falloir démontrer, sa participation à la commission des faits, parce qu'il y a eu des faits, évidemment. Comment elle a pu intervenir dans la commission des faits, et c'est souvent ce qui est très difficile. Suivez mon regard du côté de la Hollande, ça a toujours été compliqué de démontrer que les personnes qui sont derrière le prétoire ont participé à la commission des faits. Donc ça, c'est toujours très, 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 très ennuyeux pour la justice d'ouvrir une action qui, au final, ne va pas aboutir. Mais c'est d'autant plus ennuyeux que ce qui transparaît clairement dans ce dossier, c'est que sous le vernis du droit, il y a la politique. N'oubliez pas qu'elle a appelé à manifester contre la candidature du président Ouattara. Et finalement, elle est détenue au bout de 3 mois sans qu'un procès se tienne. Et c'est au bout de 3 mois qu'elle est entendue par un juge. Voilà, donc tout cela quand même crée une sorte de malaise et jette, à mon avis, un mauvais regard sur la justice ivoirienne. Vous l'avez dit, hein, monsieur, sur ce plateau-là, on va suivre de très près l'évolution donc, de la procédure et on aura l'occasion de tenir nos concitoyens informés des tenants et des aboutissants de cette affaire. Le prochain point, Afi se porte bien. Dixit, son avocat. Ouais. Oui, il se porte bien et ça, c'est son avocat qui nous le dit, mais nous, on va interpréter la chose de façon simple parce qu'il y a depuis quelques semaines, il y a l'idée selon laquelle Afi aurait subi donc quelques sévices corporels, donc
Il y a eu l'épisode de la vidéo, mais avant ça, les avocats disaient qu'il n'y avait pas... Mais moi, c'est là où je voulais quand même qu'on dise quand même 2-3 choses à nos compatriotes. Il y a des actes qui sont quand même très sérieux quand on les pose. Je pense que quand on appelle à contester les institutions en place ou à appeler à la limite à la sédition, je pense qu'on a souvent un traitement judiciaire qui est un peu différent du droit commun. Ça ne devrait pas quand même surprendre beaucoup. C'est une fait, c'est une réalité. Afin-N'Guessan s'est porté porte-parole d'un CNT qui est manifestement un appel à justement à contester les institutions qui sont en place. Donc ça vaut quand même, on va dire, une certaine gravité dans son acte. Une gravité donc, maintenant, qui pourrait être appelée comment? Alors, vous voulez savoir comment ça s'appelle, la gravité dans le code pénal. Vous n'avez pas à appeler à contester les institutions en place. C'est complètement interdit. Qu'on soit en France, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, c'est pareil. On ne vient pas dire, par exemple, en principe, Alain Toussaint peut-être être d'accord avec moi, on ne vient pas dire... Non, je ne serais pas d'accord. Il ne sera pas d'accord, mais on ne vient pas dire... Non. Après, on va dire, si, j'allais dire, je partage l'avis de celui qui se révolte. Mais celui qui se révolte n'a pas le droit de venir dire, désormais, il n'existe plus de président de la République en Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, André, je pense que là, on est vraiment dans une analyse à géométrie variable qui accrédite l'idée d'un droit ou d'une justice à géométrie variable dans notre pays. Souvenez-vous qu'il y a quelques années, il y a un journal en Côte d'Ivoire qui a mis à sa une carte de la Côte d'Ivoire défigurée, une Côte d'Ivoire coupée en deux, et qui annonçait les heures sombres de la rébellion. Il y a eu aussi en Côte d'Ivoire, dans les années 99, un leader politique qui avait menacé le pouvoir en place en disant « je frapperai ce régime et il tombera ». Ou bien je rendrai ce pays ingouvernable. Est-ce qu'on doit poursuivre un leader politique parce qu'à travers des mots, il incarne, comment dirais-je, une ambition politique ou bien qu'il a... Non, mais ce ne sont pas que des mots. Attendez, mais je vais terminer. Ce ne sont pas que des mots. Je vais terminer. Mais alors, ceux qui voulaient rendre le pays ingouvernable, c'était quoi? C'était pas que des mots? Non, mais là parce qu'il y a eu des actes après. Effectivement, il y a eu des actes après. Je vais répondre à ça. Non, mais je n'ai pas terminé, André. Hein? Voilà, donc je vais dire, moi je suis d'accord pour que ceux qui s'expriment soient responsables dans les propos qu'ils tiennent. Voilà, qu'ils soient responsables dans les propos qu'ils tiennent. Mais on n'est pas là ici pour défendre ceux qui menacent la sécurité de l'État, naturellement. Mais je veux dire, quand on applique la justice, il faut qu'elle ait la même cadence, qu'elle se fasse avec la même force et la même vigueur. Vous voyez, parce qu'il y a même des personnes proches du gouvernement qui ont tenu quand même des propos très durs à l'égard de l'opposition ou des responsables de l'opposition. Donc il ne faut pas donner le sentiment que ce qui est en cours aujourd'hui est une forme de réponse qui est apportée par rapport à des discours qui auraient été tenus par les opposants. Voilà. Moi, je suis d'accord pour que dans nos États, les acteurs politiques se comportent de manière responsable pour éviter de déstabiliser l'État. Je suis entièrement d'accord. Mais il faut que la justice soit la même pour tous. Non, mais moi, je suis rapidement, peut-être on laisse la parole à nos amis qui sont là. Moi, j'ai du mal à comprendre la logique de beaucoup de nos concitoyens, notamment qui étaient proches de l'ancien pouvoir. Je ne vais pas vous accuser, vous comprendrez bien. Non, je pense même que vous ne parlez pas de moi. Voilà, très bien. Il y a une chose. On a dénoncé, je parle de votre position, que ce soit Alassane Ouattara, que ce soit d'autres personnes, à un certain moment aient proférer des menaces sur un pouvoir qui était en place. Mais une fois qu'on a dénoncé ça, la cohérence veut que chaque fois que quelqu'un le dise, on dénonce. Mais c'est ma position. C'est ma position également. C'est ma position. Hier, bon, je ne vous l'ai pas dit. Ça veut dire que si tous les deux, si tous les deux vous êtes d'accord sur cette position, oui, il va falloir qu'on progresse pour cette émission. Il va falloir qu'on progresse. Mais c'est là où je ne comprends pas sa position. Oui. Si hier, vous dénonciez l'attitude de ceux qui voulaient rendre ce pays ingouvernable, aujourd'hui, vous ne pouvez pas approuver parce qu'ils ont simplement changé de camp. Mais ils n'approuvent pas. Je n'ai pas dit que j'approuve. Moi, je condamne. Je vous ai même dit que le fameux organe dont vous parlez, le CNT, c'était un objet politique non identifié, parce que pour moi, ça n'avait aucun sens. Okay. Parce que quand on ne va pas aux élections, il faut assumer la politique de la chaise vide jusqu'au bout. Mais seulement, j'ai dit que la justice ne doit pas s'appliquer de façon, je veux dire, voilà, selon, la tête du client. Voilà. Alors, tout ça pour vous, si je veux bien comprendre, à partir de cet instant, tous ceux qui ont ce type d'appel devraient être poursuivis et condamnés. Ah oui. OK, on est d'accord sur la question. Bien sûr. On progresse. Alors,
Alors, l'autre question, c'était, ça c'était les faits, Afin Guessan a été arrêté. À un moment donné, les gens se sont inquiétés pour son état de santé. Ils avaient même suggéré sa disparition. Ça avait ému tout le monde. Il y a eu une vidéo qui est venue démentir cela. Et les avocats se plaignaient de ne pas être en contact avec leurs clients. Alors, aujourd'hui, l'un des avocats d'Afin Guessan, Maître Bredou Jeannot, affirmait qu'il se porte bien, qu'il n'est pas malade. Il est toutefois, selon ses conseils, en isolement, alors que les autres détenus arrêtés pour les mêmes charges, entre autres le secrétaire exécutif du PDCI et le sénateur Siribi, sont à la maison d'arrêt et correction d'Abidjan. Oui, voilà. Et cet après-midi, on a parlé avec l'un des avocats d'Afin Guessan, parce qu'on veut quand même comprendre ce qui se passe. Et l'avocat nous a indiqué qu'il était à l'école de gendarmerie, et que pour lui, il y avait une forme de maltraitance parce qu'il n'a pas droit à la visite de ses avocats, ce qui est en violation avec le code de procédure, et il n'a pas non plus droit à la visite de sa famille, ce qui est encore une violation de ses droits. Donc, je tiens à signaler que Maître Bredou Jeannot disait qu'il l'a eu, qu'il se porte bien, et ces nouvelles, il les a obtenues au téléphone. Au téléphone. Notre attention. C'est légitimé parce que vous étiez en train d'expliquer, André, par rapport justement à la gravité des faits. Oui, en fait, est-ce que le fait justement qu'il soit en isolation c'est le mot légitimé qui va un peu me déranger, mais en fait ce que je voulais dire par là, c'est que pour la commission d'un certain nombre d'actes, il y a un certain nombre de précautions. Oui, mais les autres sont accusés des mêmes charges. Oui. On a d'autres détenus qui sont accusés de mêmes charges, mais qui n'ont pas le même traitement. Oui. Donc c'est ce qui amène à soulever des questions. En 2011, pourquoi, par exemple, Laurent Gbagbo était à Korogo et telle autre personne était à Bouna dans une prison classique? Oui. Ce que je veux dire, c'est que quand même, il reste, je ne sais pas où il est, je ne sais pas s'il est dans une prison, mais ce que je veux dire, je ne suis pas étonné qu'il ait un traitement, pas de maltraitance, mais il ait un traitement différencié parce que, bon, c'est le leader, c'est le porte-parole. Après, une fois qu'on rentre dans tout ce qui concerne la violation en termes de contact avec ses avocats, en termes de visite de sa famille, là c'est autre chose. Mais moi ce que je dis c'est que le fait qu'il reçoive un traitement particulier ne me surprend guère, parce que c'est le leader plus ou moins de ce CNT. Oui, mais quand on parle d'avoir les mêmes charges sur le plan de la justice, on s'attend quand même à avoir le même traitement. Il y en a qui sont à la MACA, je pense quasiment pour les mêmes charges. Oui, moi je ne suis pas sûr qu'à Afin Guessan on vit ceux qui sont à la MACA, hein. Je ne suis pas sûr. Non, mais il ne faut pas non plus penser qu'il est dans un club de vacances. Je veux dire, être détenu au secret, c'est loin d'être, quel que soit l'endroit où on est, quand on ne voit pas la lumière du jour, quand on ne sait pas l'heure qu'il est, la date, etc., quand on n'a pas la visite de ses avocats ou de sa famille, je ne pense pas que le lieu où on est, où on subit ce type de détention soit vraiment important. Enfin, on va dire, peu importe là où on se trouve, lorsque vous êtes en détention, c'est pas une position enviable. Est-ce qu'on considère que c'est une simple détention, là, si on veut comprendre et si on veut suivre les propos de M. Alain Toussaint, vous êtes en train de parler de torture, là. Ah non, c'est logique. Oui, certainement, mais je ne suis pas un spécialiste. Moi, ce que je regarde dans cette affaire, et malheureusement, ce qui se produit aujourd'hui n'est pas une nouveauté dans notre pays. Depuis 30 ans, on a toujours eu ce type de situation où des opposants étaient arrêtés par le pouvoir. Le RDR du président Ouattara l'a subi en décembre 1999 ou en septembre pendant plusieurs semaines ou jours, je ne me souviens plus. Et chaque fois, le ministre de la Justice manipule la justice ou les juges, etc. Et dans ce pays, on a vraiment un apprentissage à faire de l'état de droit. C'est-à-dire qu'on peut être au combat politique et puis faire un effort de respecter les choses. Pourquoi vous dites qu'on manipule la justice? Mais non. Mais ça, c'est ce qui ressort des déclarations des avocats et c'est aussi le constat que ma modeste personne fait et ce n'est pas, je l'ai dit, spécifique à la situation d'aujourd'hui. Depuis une trentaine d'années, en Côte d'Ivoire, on a eu d'abord février 92 avec les manifestations du FPI, ensuite sous la gouvernance du président Bédié, les arrestations de l'opposition, sous le président Gbagbo également des arrestations, sous la junte militaire du général Robert Gueye, pareil, etc. Je veux dire, c'est devenu une forme d'accoutumance à la mauvaise pratique de la justice. Voilà, et ça, ce n'est pas normal. Donc, à un moment donné, il faut mettre fin à ça. Ça n'en fait pas quelque chose de légitime. C'est pour ça que je veux me porter en faux par rapport à ce qu'Alain dit, même si je partage beaucoup de son analyse. Parce que, justement, la justice ivoirienne n'est jamais allée au bout de ce type de condamnation ou de traitement de dossier. Tous ces dossiers... Jamais, c'est un peu fort quand même. Mais je dis jamais parce que, oui, enfin, vous n'allez pas me donner... j'allais dire, des hommes politiques qui ont été condamnés, soit ils vont être amnistiés, soit ils vont... Voilà, c'est-à-dire que ça a toujours fini
en règlement politique. Je suis Donc d'accord. finalement, nous ne nous plaignons pas que la justice soit elle-même déboussolée, parce qu'au fond, ce sont nos compatriotes, les juges. Bien sûr. Ils savent bien que... Ce sont même des amis. Ben voilà, ils savent bien, parce que ça c'est une réalité, on ne dit pas, on pense qu'on est partisan, mais les juges savent bien que ça n'ira nulle part. Et ça c'est déjà grave. Eh ben c'est ça, on a beau dire non, le code pénal a été... Ça finira en toute fraternité ça finira après. en fraternité, Bon. et dans 5 ans, ceux qui seront dans l'opposition ou ceux qui sont dans le pouvoir vont encore commettre les mêmes actes. Et nous ici, ce qu'on dit justement, c'est qu'à un certain moment, on dénonce non seulement la commission des actes, mais derrière le traitement qui va être fait. Oui, Ok. donc ce qui veut dire que cette duplicité entre personnel politique et justice doit prendre fin, parce que le citoyen ordinaire, lui, ne bénéficie pas de tels avantages. Ouais. Quand il commet un délit, il passe devant un juge, il est mis en examen, ensuite il est déféré, voilà, et puis il a un procès, il purge sa peine, il n'y a personne qui viendra intervenir. Absolument. Voilà. Je pense à un certain Kwasi Yao ou un certain Amadou Touré qui serait allé voler de la papaye ou voler un cabri dans un village. Vous imaginez que ce dernier, il va être condamné et il n'aura personne, justement, pour dire, intervenir. Écoutez, la réconciliation nationale, il faut qu'on sorte M. Kwasi Yao. Donc c'est ça le problème qu'on pose à fait. Mais sur à ce ça, je te plateau. répondrais que tu disais tout simplement qu'on pouvait avoir Oui. des traitements différents Voilà, en mais c'est fonction ce que de la je dénonce position ici. de la personne. Exactement. Ok. C'est ce que Non, tu mais disais. sur ça, Bon, monsieur André, André, on est d'accord, mais on parle le même si on est langage. d'accord, Non, si tous autour de cette table, on dit sur la son traitement différent, je veux juste faire comprendre à Ariana qu'à la MACA, même à la MACA, les prisonniers ne sont pas logés à la même enseigne. C'est-à-dire que si Mais comme demain... dans beaucoup de prisons du monde. C'est ce que je dis, justement dans ce beaucoup- que tu Voilà, c'est ce tu que je veux énonces dire. comme fait. Même dans une prison, je dis qu'il y a À partir du il y a moment où on est tous différents d'accord statuts. sur ce qu'on dit autour de cette table, Mais c'est le pas la peine standard, de- mais le standard en manière de... Ah, c'est 15 secondes. Voilà, 15 secondes. même 10. Non, mais moi je suis pas d'accord. non, moi je suis pas d'accord parce que pour un cabri, on n'appelle pas la réconciliation nationale. Pour un cabri. Brice, Mais c'est un exemple. Ils se foutent de ma gueule, en fait. Bon, allez, messieurs, on va aborder un autre point, celui-là concernant donc le report à une date ultérieure de la rencontre des plateformes de l'opposition. Bah, sinon, on serait resté longtemps sur le cabri. Voilà. Il y a d'autres sujets en Côte d'Ivoire. Alors, donc la rencontre était Ben, le prévue pour le... blocus Oui, allez-y. D'accord. Donc la rencontre était prévue donc pour le vendredi 20 novembre. Le président Ekonan Bédié donc et chef de l'opposition devait donc rencontrer demain les partis politiques et les plateformes de l'opposition. Cette rencontre a été donc reportée. Je voudrais très rapidement resituer, et puis après on Allez-y. part dans l'analyse. C'est qu'on part de la rencontre entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Le lendemain, ou 2 jours après, je crois que c'est le lendemain, le président Bédié reçoit la plateforme de l'opposition. Je crois que plutôt vendredi. Il les reçoit et ils sortent de là avec quand même des choses assez dures. Une longue liste de demandes, de préalables avant le dialogue. Parce que nous, on était tous contents, le dialogue. Et là, Henri Konan Bédié qui rencontre du monde et il doit rencontrer vendredi, demain donc, la plateforme de l'opposition et on apprend que cette réunion est reportée. Nous, on va passer à l'analyse, en tout cas à faire nos supputations. Moi, je pense que ça se joue, peut-être on l'a dit la semaine dernière, ça se joue désormais entre les fameux faucons. Vous vous rappelez, Alain? C'est ça. En un seul mot. Oui, voilà. Entre ceux-là et ceux qui se disent, le dialogue est là, il y a des choses qui nous ont été accordées, voyons ce qu'on peut obtenir. Je pense que là, on assiste vraiment, et ce report, pour moi, fait partie de ce moment-là de tension qui est en train d'être... Et c'est un report inédit. pour rejoindre ce qu'il dit, justement, l'opposition est dans une phase assez décisive quand même, parce qu'il y va de sa crédibilité, mais aussi de ce qu'elle pourrait en tirer, justement, essayer de tirer le maximum justement de cette ouverture au dialogue, et c'est normal que ça prenne un peu plus de temps. Parce qu'il faut s'accorder sur tous après, les points. les raisons de ce report pourraient être en tout cas des questions d'organisation. Parce qu'à la limite, il faut cette fois entendre toute l'opposition. Donc ça pourrait être pour des questions d'organisation ou bien pour des questions de différence de position. Oui, moi, vous je imaginez les différences de moi, je pense position, que plutôt. c'est les deux. Différentes de position. Pour les deux. Mais pourquoi les deux? L'organisation, quel type d'organisation il faudrait mettre pendant qu'on sait que Afin Guessan est en ce moment incarcéré, Guy Cahué, c'est des gens qui ont besoin justement de tirer profit du dialogue. Ben, on ne peut pas attendre. Le PDCI avait peut-être réaménagé un tout petit peu son bureau. Il y avait d'autres personnes dans d'autres partis politiques qui avaient besoin peut-être d'être contactées parce qu'on avait dit le dialogue avait besoin d'être inclusif. Donc peut-être que toutes ces choses-là, tous ces éléments d'organisation-là ont besoin d'être mis en place avant une rencontre. Parce que cette rencontre, disons-le, sera décisive. Justement. Oui, je pense qu'il y a sans doute des ajustements qui sont en cours.
Je voudrais, moi, pour ma part, dire ma déception suite à la lecture d'un communiqué d'une des plateformes de l'opposition, après un entretien avec le président Bédié. Et la plateforme est venue avec un catalogue de revendications dignes de la Redoute. Je me suis dit, mais attendez, on revient en arrière. Alors que la veille, il y avait une rencontre quasiment historique qui permettait de baisser la tension, qui relançait le dialogue avec la main tendue du président à l'opposition et celle même du président Bédié au président Ouattara. Et c'était quand même une bonne séquence. Et puis là, depuis une semaine, c'est un vide sidéral, on ne sait pas ce qui se passe, il y a des interrogations, est-ce qu'on est en train de changer de tactique ou de stratégie, qu'est-ce qui se passe, quel rôle le président Gbagbo va-t-il jouer dans cette nouvelle configuration, quelle place le président Bédié lui fera et quelle sera la réponse du président Ouattara. Donc, sans doute que ce silence-là est comblé par peut-être une intense activité politique entre les différents leaders. Et on attend encore quelques jours. Peut-être qu'une réponse... Je pense que vous avez sorti le mot, même, c'est stratégie. C'est-à-dire, on appelle au dialogue, c'est vrai, mais on ne va pas au dialogue comme ça. C'est ça. Aujourd'hui, cette ouverture au dialogue... Cette opposition a besoin de parler d'une voix? Oui, bien sûr, d'une voix, et puis faire une seule liste de revendications, parce qu'on a vu fleurir les revendications, là, celle du COGEP, celle du FPI, AFI, et puis celle de voilà, etc. Bon, à un moment donné, il faut parler d'une seule voix, s'organiser. Et comme ça, on est en phase d'un interlocuteur. Parler de la voix du milieu qui pourra justement profiter à tout un chacun parce qu'ils ont des revendications très différentes. C'est pour ça qu'il faut, ce moment de préparation, là, si on doit l'accorder, sert aussi à faire en sorte que toutes ces personnes qui peuvent être dans de l'extrémisme puissent être plutôt recadrées. Parce que vous vous rendez compte que la rencontre a lieu mercredi, il me semble, et le lundi d'après, on était encore appelé à cette fameuse désobéissance civile, c'est-à-dire que c'est à quel moment on donne la place au dialogue et quel temps on se donne pour ça. Donc, tout ça fait que je pense que... Et le lendemain, il y avait la déclaration du président devant le directoire du RHDP, je crois, dans un grand hôtel d'Abidjan. Il avait fait un trait d'humour où il parlait d'une opposition de salon. C'est ça. Et voilà, et bon, moi, je dis waouh. Bon, donc ça veut dire que... on va dire que le jeu démocratique est déjà... Oui, mais ça donne quand même l'état de l'avancée des négociations. Voilà, parce que quand le partenaire avec lequel on doit discuter dit que vous êtes une opposition de salon, etc., qu'il n'y aura pas de transition, bon, je ne sais pas si les propos étaient vraiment appropriés. Voilà, à propos. Dans le contexte du dialogue, en fait. Même dans le contexte du dialogue, pourquoi ce propos-là devait venir? Parce que ça figurait encore dans certaines plateformes de revendication. Exactement. Retrait Ouattara. On veut une transition. Ce n'est pas une question de je mange à la case ou je ne sais pas quoi. La réalité, c'est que Ouattara est président. Voilà, c'est un constat. Pas, je ne suis pas content ou énervé, mais en tous les cas, il est président. Et ça, je pense que tout analyste sérieux et objectif doit en tirer la conséquence et puis on essaie d'avancer là-dessus. Je suis d'accord parce que dans certains des communiqués qui sont publiés, on dit « Monsieur Alassane Ouattara », alors que l'usage eût voulu qu'on dise le président Ouattara, etc. Je dis ça ne mange pas de pain, mais en même temps c'est aussi l'attitude de nos opposants en Côte d'Ivoire. Sous Gbagbo c'était pareil, on disait Monsieur Gbagbo Laurent, voilà. Monsieur Koudou pour montrer leur désaccord avec lui. Donc c'est de bonne guerre, mais il faut que tout cela finisse autour d'une table, qu'on sache qui fait des concessions, qui fait des compromissions, des compromis pour la paix. À propos de concessions, on l'a noté, donc la levée progressive des blocus des responsables de l'opposition, Chafing Guessan, Aswadou, Henri Konan Bédié, blocus effectif. Levée des blocus effectifs. Très franchement, c'est la partie que je ne comprends pas beaucoup. Parce que déjà, à quoi sert un blocus d'une résidence lorsque son propriétaire est en geôle? Bon. Je ne sais pas trop. Donc, quand on me dit que c'est levé, tant mieux, à la bonne heure. Après, je ne sais pas quel commentaire faire de ça. Je pense que ça va dans le sens... il est fort heureusement... Ça va dans le sens de la politique un peu de décrispation que le président essaie de communiquer à tous dont il parle. Justement, quand on voit cette ouverture au dialogue, cette levée de blocus et tout ça. Et je pense que justement, pour arriver à un résultat qui soit vraiment satisfaisant pour les Ivoiriens et pour la décrispation elle-même, il faudrait justement regarder au cas de ceux qui sont réellement emprisonnés, parce que ça crée un petit paradoxe. On se rend compte qu'il y a une levée de blocus, mais que par exemple les acteurs qui ont joué des rôles décisifs, on va dire, importants dans justement toutes ces manifestations ou quoi, sont emprisonnés et tout ça. Donc il n'y a pas vraiment d'équilibre. Moi, je pense que c'est de tout ça qu'il devrait discuter. C'est de tout ça qu'il devrait discuter, Alain Doussa. Oui, certainement, puisque je vais citer un courrier du secrétaire général des Nations Unies qui a félicité le président Ouattara
pour sa réélection. Donc, ce n'est pas pour son élection pour la Troisième République, mais pour sa réélection. Et le secrétaire général écrit au président... élection d'affilée. Voilà, c'est ça. Je suis encouragé par vos efforts visant à engager un dialogue franc, inclusif et propice à l'apaisement et à la réconciliation nationale avec les acteurs politiques du pays, y compris son Excellence M. Henri Konan Bédié, ancien président de la République. Votre récente rencontre, qui je l'espère sera étendue aux autres acteurs politiques, est une initiative importante et un pas nécessaire pour la consolidation de la paix, la réconciliation nationale et la poursuite du développement économique en Côte d'Ivoire. Donc, lever du blocus des domiciles, je pense que ça va dans le sens de ce que demande la communauté internationale et ce que demandait le président Macron, qui a envoyé quelques jours plus tôt une lettre de félicitations. Et je pense que ça faisait partie des sujets qui ont été abordés lors de la rencontre de contact entre le président Alassane Ouattara, l'ancien président Henri Konan Bédié. Tout à fait. Ils ont dû se dire, bon, on veut bien partir à la discussion, mais pour l'instant, ils ont du mal à sortir de chez eux. Est-ce qu'on ne pouvait pas lever les blocus? Maintenant, l'autre revendication, c'est la mise en liberté de M. Maurice Kakou Ditaoué et d'autres responsables du PDCI, peut-être de M. Afi, qui sont détenus. Voilà. Mais j'insiste pour dire que logiquement, pour entamer un dialogue, il ne devrait pas y avoir de préalables. C'est ça. Mais comme la libération de ces personnalités peut encore faciliter les échanges, il serait peut-être intéressant que quelque chose soit fait. Moi, je considère que pour entamer un dialogue, il est important d'avoir des préalables. Parce que c'est vrai qu'on veut tous la paix, c'est vrai qu'on veut tous arriver à un consensus autour d'une table, mais rien n'oblige qui que ce soit à s'asseoir en face de quelqu'un pour parler. D'accord, mais quand l'une des plateformes, par exemple, demande qu'on refasse la CEI avant le dialogue, qu'on remodèle le conseil... Après, dans le choix des préalables, ou bien moi, je parlais plutôt des gestes. Je parlerais des gestes qui facilitent le dialogue. Voilà, en fait, c'est ça. Pour lâche du lest. Pour aller dans le sens... C'est un peu comme le gouvernement qui est obligé de lâcher du lest. Cette affaire de blocus, on pense qu'elle n'est pas si... c'est pas une si grande concession, c'est ça? Elle est grande parce que... Non, mais c'est pas ma question, c'est pas difficile. Elle est grande à partir du moment où on considère l'acte que posaient ces derniers. Je ne vais pas être d'accord avec, je ne suis pas d'accord, je ne condamne pas. Je dis juste que quand on pose un acte de sédition, il peut y avoir des mesures coercitives, dont par exemple le blocus. Et donc, pour faciliter le dialogue, la levée de blocus devient du coup une bonne chose. C'est beaucoup plus symbolique en fait. Ça devient une bonne chose. En 2010-2011, je peux quand même signaler que nos amis de l'opposition sont restés au Golfe pendant 5-6 mois. Et en plus, pourquoi il y avait un blocus de l'hôtel du Golfe. Et les Nations Unies avaient demandé, etc. Il y a eu quand même, je crois, plusieurs mois de blocus. C'était pas facile. C'était tendu. Et pourquoi on devrait même se réjouir aussi, c'est qu'il y a des familles dans tout ça. C'est-à-dire que c'est vrai, papa, il adore la politique, il vit à la politique, mais bon, après, les enfants, ils n'en ont rien à faire. Voilà, donc il faut aussi, à ce moment, malgré tout, se réjouir que... Parce que c'est pas évident, je veux dire, c'est pas évident, vous le disiez André Bois, qu'un enfant, même si son père, déjà que son père est peut-être en détention, mais que tous les matins, lorsque vous sortez de chez vous, enfin, vous essayez, vous ouvrez vos fenêtres, vous voyez 3 cargos de police gendarmerie devant, c'est une expérience traumatisante pour les familles, psychologique, traumatisante pour les enfants et les familles. Donc, on se réjouirait de cette levée de blocus. Bon, alors, dernier point, messieurs, pour ce décryptage ce soir, eh bien, ce sont les mobilisations dans les différents états-majors. Déjà, le conseil politique du RHDP donc lui s'est réuni le 17 novembre dernier. Il y a eu la réception donc par le président Bédié des chefs traditionnels du secrétariat exécutif et des élus du PDCI. Eux allaient dire leur soutien et leur yako au président Bédié. Et puis du côté du conseil politique, on s'est réjoui de la victoire aux élections, à l'élection présidentielle 2020. Voilà, pour faire un peu le tour. Je pense que ça va de soi. Hein. Enfin, c'est la logique des choses, justement, après cette élection. Tous les partis... Qui se retrouvent et Tout à fait, c'est ça. Qui se félicitent des efforts entrepris par les uns et les autres pour cette victoire-là. Et puis, Henri, vous voulez dire? Oui, non seulement qu'ils se félicitent, parce qu'après, je pense qu'ils ont dû se congratuler pendant des jours et des jours. Maintenant, il faut qu'on arrive à une séquence où, je le répète assez souvent, place à la politique. Parce que là, un rendez-vous du RHDP, c'est aussi pour voir les personnes avec qui on va se lancer dans les combats qui arrivent. Bien sûr. Et c'est ça qui est aussi pour eux, c'est un vrai enjeu. Et on a entendu quelques confidences qui disaient qu'Alassane Ouattara n'était pas très content parce que dans certains endroits où il y avait des cadres, il y a eu beaucoup de grabuge.
Et donc, ça veut dire que ce qui peut tomber derrière, c'est de savoir est-ce que ces leaders-là ne vont pas être remplacés par d'autres leaders locaux. Donc, on va vers une recomposition même locale en termes d'influence, etc. Donc, c'est des réunions quand même assez importantes. Pour le président Bédié, on sait que, bon, avec ce qu'il a subi, non, c'est ça, on a d'un côté, côté. C'est un patriarche, donc on vient lui. On a d'un côté donc le pouvoir en place donc qui jouit de son élection. Parce que selon le Conseil constitutionnel, c'est ce qui se réjouit de son élection et qui prend à bras le corps justement le travail auquel le gouvernement sera assigné pendant ce mandat. Et puis de l'autre côté, on a les partis de l'opposition qui doivent maintenant, on va dire, reformuler leur stratégie suite à cette forme d'échec justement, revoir tout ce qui entre en ligne de compte. Donc je pense que c'est la suite logique des choses. Ok. Et Kakabe dans tout ça? Kakabe, il a été reçu par le chef de l'État. Donc il était en audience. Il a été reçu, donc ils se sont parlé. Il aura un poste dans le prochain gouvernement? Le communiqué ne le dit pas. C'est à Brice qu'on Non, je ne pense pas que le communiqué ne le dit pas. Voilà. Je suis peut-être pas votre avocat, mais tout ce que vous direz pour être retenu contre vous. Moi, mais bon, la formule, c'est que le communiqué ne le dit pas. Voilà. Je crois que vous l'avez reçu. Il l'a reçu. Je crois que vous l'avez lu. Et vous l'avez lu. Toujours sur le plateau du Live Talk, pour la dernière ligne droite de notre émission, accueillons maintenant Monsieur Mike Danon pour son point de stress du jeudi. Bonsoir mon cher Brice, bonsoir Team Live, bonsoir Ivoiriens, Ivoiriennes, habitants et amoureux de la Côte d'Ivoire. Ici le commandant de bord Mike Danoskovic, le Choukoy. Ceci est mon journal de bord numéro 206 du 19 2020. Cette adresse à la nation est un message d'une extrême importance, alors venez. Connectez-vous, suivez le direct, partagez et mettez les cœurs afin que ce direct ne soit pas signalé. Ivoiriens, Ivoiriennes, habitants de la Côte d'Ivoire. L'actualité de notre pays ces dernières semaines a été chaude et torride. Les ébats politiques, bien qu'appelant à l'apaisement, restent toujours en fusion à 360 nuances de gris. Réunion par ici, réunion par là. Déclaration par ici, déclaration par là. Procès par ici, procès par là. Buzz par ici, lolo gugu par là-bas. Toute cette agitation m'a poussé à produire cette déclaration rédigée entre 21h et 3h du matin. Vu que c'est la seule heure où entre 1er et 7e ciel, on s'éloigne de l'hypocrisie. Ce soir, je m'adresse à vous sans prendre de gants, car la paix traîne les pas et les Ivoiriens sont fatigués. Alors, face à l'urgence et un coup de fil personnel de feu Félix Houphouët-Boigny, oui, moi aussi je lui ai parlé. J'ai pris la décision de me sacrifier en troquant mes costumes d'homme politique et de candidat aux élections pour ceux d'un simple pilote de la réconciliation nationale. Mes débuts de mission n'ont pas été faciles. L'avion que j'ai commandé n'est pas celui qui m'a été livré. À la base, j'ai commandé un King Air 200 et au final, j'ai reçu un King Air 200 de Koumassi. Un Bakafly que j'ai finalement appelé Air Inch'Allah, car avec Dieu, tout est possible. Grâce à Dieu, j'ai pu voler sans problème. J'ai même déposé Kémy Séba après son séjour en Côte d'Ivoire. Grâce à Dieu, j'ai pu aller jusqu'aux États-Unis, rencontrer le nouveau président Joe Biden et la nouvelle vice-présidente Kamala Harris. Dans nos échanges, je leur ai expliqué qu'il était important que la politique étrangère américaine pense à investir dans l'Atiké Made in Côte d'Ivoire. Après une démonstration par K plus B, ils ont été séduits par cette présentation et en ont même coulé des larmes. J'ai aussi dans cette même mission rencontré notre très cher Tidiane Thiam qui m'a demandé « Mon commandant, tu retournes au pays ?» J'ai répondu « Affirmatif ». Il m'a dit « Mon commandant, puis-je rentrer avec toi ?» J'ai répondu « Affirmatif, ce sera un honneur ». Puis il m'a demandé « Mon commandant, le 3e mandat, c'est comment ?» Je lui ai répondu « Mon cher Tidiane, toujours dans le frigo de l'hôtel du Golfe et dans le Golfe de Guinée ». Il m'a dit « Ah, dans ce cas, dépose-moi au Rwanda ». Je lui ai dit « Non, Titi, tout est sous contrôle ». C'est à ce moment-là que le président Kagame m'a appelé et a été des plus clairs et des plus limpides. « Yo, Mr. Mike Danon, bring back my Tidiane ». Aussitôt dit, aussitôt fait, car ce n'est pas à tout le monde qu'on cherche palabre en Afrique. Ivoiriens, Ivoiriennes, habitants de la Côte d'Ivoire, pour la réconciliation nationale tant souhaitée, j'ai pris l'initiative pour gagner du temps. Et vu que j'avais de la place dans cet avion,
de récupérer le président Gbagbo en Belgique. Oui, je confirme, il est à bord de ce véhicule, mais il ne peut pas vous parler parce qu'il se repose. J'ai pris l'initiative de récupérer le ministre Charles Blé Goudé. Oui, je confirme, il est à bord de cet avion, mais il ne peut pas vous parler parce qu'il accorde une interview. J'ai aussi, dans le même temps, récupéré son frère, le président Soro Guillaume. Je sais, je ne pouvais pas faire autrement car il est important qu'ils soient tous là afin qu'avec le président, ils parlent tous pour une dernière fois et qu'ils mettent fin à ce Santa Barbara de nos vies. Donc je confirme, le président Soro Guillaume est bien dans cet avion, mais il ne peut pas vous parler parce qu'il est en train de tweeter. Ivoiriens, Ivoiriennes, au nom de la paix, j'ai réussi ma mission. Mais je tiens à vous demander pardon. Pardonnez-moi. Car dans mon intention de réunir tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire, j'ai récupéré Eskeli en Allemagne. Il était impossible de laisser cet oiseau rare voler de Berlin à Boaké. Mais depuis qu'il est à bord de cet avion, les radars et les commandes ne répondent plus. Est-ce Ablapoku ou Maman Marie qui a pris le contrôle de l'appareil? On n'en sait rien. Une chose est sûre, depuis 2 jours, nous sommes en pilotage automatique. Vers quelle destination? I don't know. Je tiens à vous rassurer. Ne vous inquiétez pas. Je reste confiant. J'ai la foi et une très bonne autonomie en carburant. Car plus que du Magic Diesel, j'ai aussi du kérosène. Je vous remercie. Gardez la ligne et surtout, ne vous mettez pas en mode avion. Merci beaucoup, Mike Danon. Excusez-nous pour la qualité de la vidéo, il est dans l'avion. Personne n'a remarqué sur ce plateau qu'il n'y a personne d'autre qui pilote l'avion avec lui et que lui-même est en train de parler. Non, mais il a dit qu'il est en pilotage automatique. Ouais, mais ça fait peur. Mike en pilotage automatique, non, après, ça fait peur. Les perturbations, la liaison n'est pas très bonne. Il est dans le air peut-être. Mike, on prie pour vous. Est-ce que Soro avait la télécommande? Il tweetait. En même temps qu'il tweetait? Il tweetait. Bon, voilà, ça a été fait. Merci Mike Danon. Merci. Et puis, vraiment, nos prières vous accompagnent. On espère vous retrouver ici jeudi prochain. Messieurs, madame, on a été très heureux de préparer et présenter ce décryptage à nos téléspectateurs. C'est un cadeau du ciel. Ah ouais. J'espère qu'elle ne s'est pas fait mal en arrivant sur Terre. Ouais. Alain Toussaint, il est de plus en plus. Ouais. Inspiré après 21h. Le Live Talk pour ce soir et pour cette semaine, c'est terminé. Merci à tous et à toutes pour votre fidélité. On vous retrouvera ici même, sur ce même plateau-là, lundi. Demain, vous avez rendez-vous avec Connie et ses girls. Yeah, les filles, allez-y. Okay. Allez, c'est bon. Définitivement, c'est le week-end. On va garder Alain Toussaint. On ferme la boutique, allez. En fait, c'est l'invité du Live Weekend. Ouais, exactement. Prenez soin de vous et des autres et que Dieu vous garde.